Le personnage principal, Zumo, a été exécuté. On lui a dit qu'il était désireux d'organiser un coup d'État, et, pour une raison quelconque, il a refusé de l'admettre tout de suite. Zumo a répondu que sa vie s'arrêterait là, car il n'allait pas avouer. L'impératrice s'est approchée du gars et il lui a dit que le poison qu'ils lui ont empoisonné était son œuvre et qu'ils ont dû ajouter du poison dans le verre de vin qu'il a bu hier. L'impératrice ne comprenait pas pourquoi ce type était si surpris si le ministre avait déjà été destitué. La jeune fille dit qu'elle se souvient des sentiments qu'il a eus pour elle et qu'elle va le récompenser aujourd'hui. Il dégaina la lame que Zumo lui avait offerte. Lorsqu'il a donné cette lame à Ru Oshui, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle lui serait destinée. Il est loin le temps où le ministre prenait la défense de la jeune fille et lui demandait toujours de ne pas s'inquiéter. Ru Oshui a demandé à Zumo de ne pas s'inquiéter, car après sa mort, son corps sera enterré dans le massif impérial et des dons seront faits chaque année en l'honneur de son nom. Zumo regardait la jeune fille au moment où elle balançait la lame avec assurance, transperçant la poitrine du type. Il comprit que c'était sa fin et qu'il était temps d'activer le manuscrit de renaissance. Il y a eu un éclair de lumière et Zumo se retrouva dans un nouvel endroit. C'était une petite pièce décorée de bois. Il comprenait qu'en se déplaçant dans une autre réalité et en entrant dans le corps du prince méchant, il avait fait un excellent travail en utilisant tout ce qui était possible pour éviter la mort de son personnage. Il avait soigneusement cultivé le héros Ru Oshui pour qu'elle puisse stabiliser la situation dans la nouvelle dynastie et devenir impératrice. Il lui semblait que le destin fatal avait été évité, mais finalement, ils se sont débarrassés de lui et l'ont tué. Mais aujourd'hui, après avoir analysé tous les changements apportés, il est certain qu'il ne répétera pas les erreurs du passé. Un assistant a regardé dans sa voiture et s'est tourné vers l'homme, lui demandant s'il avait des souhaits à formuler pendant le trajet. L'homme a répondu qu'il n'y avait pas de souhaits et a seulement demandé dans combien de temps ils arriveraient à l'endroit désigné. L'assistant a répondu qu'il faudrait encore une demi-heure pour arriver à l'abri. Le jeune homme y a réfléchi. Quand il a rencontré Ru Oshui pour la première fois dans un orphelinat, c'est le moment. Il a demandé à l'assistant de continuer à conduire et celui-ci a docilement incliné la tête en signe d'accord. Le personnage principal a compris que Ru Oshui était encore une jeune et faible orpheline. Il était vraiment désolé, mais dans cette vie, il n'avait pas l'intention de l'élever comme par le passé. Au bout d'un moment, il atteint enfin l'abri. Ru Oshui regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était retournée dans le passé. Elle essaie de se forcer et de réfléchir à ce qui s'est passé, et se souvint qu'elle avait été une impératrice à qui des serviteurs avaient annoncé que le palais était assiégé par les forces de la coalition, et que, pour sa propre sécurité, elle devait quitter le palais immédiatement. Ensuite, l'impératrice n'est pas partie parce qu'elle attendait encore quelqu'un, ce qui a effrayé les serviteurs parce qu'il y avait très peu de temps. Soudain, une certaine personne fait irruption dans la salle impériale. Les serviteurs ont immédiatement demandé à l'impératrice de s'enfuir parce qu'une sorcière était entrée dans la salle. La sorcière rit de voir que les serviteurs de Ru Oshui étaient si loyaux et les détruisit d'un seul coup de baguette magique. Elle était heureuse que personne ne lui bloque le passage, car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu sa sœur Ru Oshui. L'impératrice s'étonne de l'apparition de la sorcière. La sorcière raconta qu'après que Zumo eut sorti l'impératrice de l'orphelinat, elle fut satisfaite de la gloire et de la fortune toute sa vie et parvint même à monter sur le trône. Et la sorcière a dû endurer toutes les horreurs de ce monde, combattant les mongres sur son chemin pour obtenir un morceau de pain. Mais la sorcière est convaincue que c'est Ru Oshui qui a perdu. L'impératrice n'est pas d'accord avec la sorcière et lui demande pourquoi elle pense que c'est elle qui a joué. La sorcière se rapprocha de Ru Oshui et lui expliqua qu'elle avait perdu parce qu'elle avait tué Zumo. La sorcière disait qu'il était impossible d'approcher l'impératrice tant que son cher Zumo la protégeait. Ru Oshui était très indigné par ce que lui disait la sorcière, mais la sorcière n'avait pas l'intention de poursuivre de longues conversations. Elle donna un coup de lame assuré dans la poitrine de l'impératrice. La sorcière a dit que, enivrée par le pouvoir de Ru Oshui, elle n'a pas hésité à ôter la vie à sa fidèle servante. Ainsi, selon la sorcière, une fille aussi stupide et pathétique que Ru Oshui n'est pas digne d'être appelée impératrice. Ru Oshui était allongée sur son trône, à bout de souffle, inquiète d'être responsable de tout, car si elle pouvait seulement ramener Zumo et remonter le temps, elle le ferait. Peu à peu, les yeux de Ru Oshui s'assombrissent. La jeune fille se tenait dans l'abri et ne comprenait pas comment cela était possible. Le garçon à côté d'elle a demandé à Ru Oshui si elle allait bien alors qu'elle était paniquée. Ru Oshui a fait signe au garçon qu'elle allait bien. Le garçon demanda à Ru Oshui de mettre une tenue propre le plus vite possible, car un noble gentleman devait arriver très bientôt pour prendre un des garçons. Ru Oshui eut des sueurs froides.
Elle a immédiatement compris qu'il s'agissait de Zumo, car dans sa vie antérieure, c'est lui qui l'a retirée de l'orphelinat, ce qui signifie qu'elle avait une chance de tout réparer et qu'elle le reverrait bientôt. Cette fois-ci, elle ne veut pas commettre les mêmes erreurs. Soudain, l'institutrice regarde dans la pièce avec les enfants et leur demande de se rassembler dans la cour d'entrée dès qu'ils auront changé de vêtements. Au bout d'un moment, tous les hommes sont sortis dans la cour et parmi eux se trouvait la future sorcière. L'enseignant a appelé Kae-young, lui demandant de ne pas effrayer les autres avec son apparence et d'aller dans la cour. Kae-young demanda au tuteur de la laisser s'asseoir au moins dans un coin de la cour. Elle promit qu'elle n'embarrasserait en aucune façon le noble gentleman qui arrivait. Elle voulait simplement le voir en personne et elle a demandé à la tutrice, en pleurant, de le faire. Les portes s'ouvrent devant Zumo et il voit tous les enfants de l'orphelinat. Le professeur l'invite à entrer dans la salle. Zumo comprenait que dans cette vie, leur destin avec Ru Oshui allait diverger et elle le comprenait aussi. L'enseignant a déclaré avoir testé l'endurance de tous les enfants de l'orphelinat et que leurs résultats étaient nettement supérieurs à ceux des enfants ordinaires, que ce soit dans le rôle d'esclave ou dans celui de futur guerrier. Le professeur a assuré qu'il y avait beaucoup de bonnes options dans leur refuge. Le professeur dit à Zumo qu'il y a une fille dans l'orphelinat dont les os sont d'une qualité tout à fait étonnante et il pointe du doigt Ru Oshui. La jeune fille regarde Zumo avec beaucoup d'attention. Et le professeur a continué à la féliciter, en disant que le prix pour elle était légèrement différent. Zumo a déclaré qu'il ne se souciait pas du prix de l'enfant. Soudain, Zumo a ressenti un sentiment familier et a demandé au professeur ce qu'il en était de Kae-young. L'institutrice a tout de suite dit qu'elle était la pire de tous les enfants de la région, parce qu'elle avait des os très fragiles. Le tuteur hurla à Kae-young de cesser d'embarrasser le noble seigneur et de quitter les lieux au plus vite. Zumo réalisa immédiatement qu'il s'agissait de la sorcière à laquelle il avait pensé au début. Zumo se demandait comment son histoire se déroulerait s'il choisissait Kae-young cette fois-ci. La jeune fille voulait se lever et partir, mais elle finit par se précipiter dans les bras de son maître et commence à le supplier en pleurant de l'emmener avec lui. Elle promet de le servir fidèlement jusqu'à la fin de ses jours. L'enseignante a été outrée par le comportement de la jeune fille et lui a arraché les cheveux de Zumo. La jeune fille continue à se rapprocher du gentleman et à le supplier de l'emmener. Il a demandé à Kae-young si elle voulait vraiment partir avec lui et la jeune fille a répondu par l'affirmative. Il lui demanda à nouveau si elle le servirait fidèlement et elle répondit que si le jeune maître l'emmenait loin d'ici, elle s'occuperait de toutes ses courses. Ru Oshui regardait cela de côté et ne comprenait pas ce qui se passait, parce que Zumo devait venir la chercher. Et maintenant, il va prendre Kae-young. Zumo était censé venir la chercher. Elle pensait qu'il devait venir la chercher, mais pour une raison ou une autre, il emmène maintenant Kae-young loin de l'orphelinat. L'enseignant a demandé si le choix du maître était terminé, car il y a beaucoup d'enfants plus capables que Kae-young dans l'orphelinat. Le tuteur a continué à suggérer à Zumo de choisir Ru Oshui, parce qu'elle a le talent le plus rare. Mais Zumo est scandalisé que le tuteur n'ait pas accepté son choix concernant Kae-young. Le tuteur s'est agenouillé et s'est excusé. Ru Oshui a couru vers l'avant et se mit à supplier le noble gentilhomme de l'emmener aussi avec lui. Le professeur est scandalisé par le fait que la jeune fille ait grimpé jusqu'au noble gentleman, lui manquant ainsi de respect. Il tire la jeune fille par ses vêtements et tente de la mettre à l'écart. Mais Zumo se tourna vers elle et la prit par la main, repoussant la jeune fille encore plus loin de lui d'un seul coup. Zumo comprit que pendant de nombreuses années, il avait gardé la jeune fille sous son aile, partageant avec elle pain et abri. Mais en fin de compte, tout cela n'avait servi à rien. Le noble se détourna et dit qu'il ne partirait qu'avec Kae-young de l'orphelinat. Ru Oshui ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Le tuteur a dit qu'ils avaient oublié de clarifier un petit détail, à savoir que s'ils n'achètent que du Kae-young, le prix sera de 2000 pierres spirituelles de faible qualité ou de 200 de qualité moyenne. Zumo est surpris que le tuteur ait décidé d'augmenter le prix et de commencer le chantage. Le précepteur fait semblant de ne pas comprendre de quoi parle le noble gentleman. Zumo demanda ce qui se passerait s'il refusait de payer. Et le précepteur répondit que dans ce cas, il ne laisserait tout simplement pas partir le noble gentleman. Le garde de Zumo se précipita vers le tuteur et lui demanda s'il tentait sa chance avec des menaces. Les ninjas reçurent l'ordre de s'occuper de tout le monde le plus vite possible. Zumo a déclaré qu'il laissait ce problème à M. Wang. L'employé s'est agenouillé devant Zumo, le suppliant de les épargner, car il est prêt à lui donner toutes les pierres spirituelles et les trésors qu'il possède. Le tuteur a compris que Zumo était si attaché à Kae-young qu'il la prendrait tout simplement en otage. L'enseignant s'est précipité vers la jeune fille et a tenté de l'éloigner, mais l'enseignant a immédiatement reçu un coup dans le bras et l'a perdu. Zumo a déclaré que personne d'autre que lui n'avait le droit d'empiéter sur la vie de Kae-young. La jeune fille était très reconnaissante à son noble maître de l'avoir sauvée.
Zumo ordonna à la jeune fille de tuer le tuteur de ses propres mains et planta la lame juste devant elle dans le sol. Zumo était sûr que le professeur en avait assez de cette fille et qu'elle avait le droit de se venger de lui. Kye-Yong se souvient qu'une fois, le professeur lui a même interdit de manger. Sous prétexte qu'elle mangeait trop, il punissait régulièrement la jeune fille pour tout et la grondait à tort et à travers. Ainsi, pendant tous ces moments de punition, d'autres éducateurs ont demandé au patron de mettre fin à cette affaire. Kye-Yong tendait craintivement la lame. Zumo comprit que le tuteur avait passé un contrat avec une personne très influente et que c'était pour cela qu'il avait commencé à vendre des enfants. Zumo encouragea la jeune fille en lui disant qu'elle avait subi des punitions pendant toute sa vie dans cet orphelinat et qu'elle avait maintenant l'occasion parfaite d'ôter la vie à un soignant. L'enseignante a crié à la jeune fille qu'elle n'oserait pas le tuer parce qu'il l'avait prise dans ses bras et continuait à la soigner dans l'abri, quoi qu'il arrive. Le professeur a essayé de convaincre Kye-Yong qu'elle aurait perdu la vie sans son aide depuis longtemps. L'homme a insulté la jeune fille, disant qu'elle était ingrate et qu'il aurait dû la perdre bien plus tôt. La jeune fille a brandi la lame et l'homme a crié qu'il la hanterait jusqu'à la fin de ses jours. L'homme a demandé à la jeune fille de le tuer, car il ne voulait pas souffrir pendant si longtemps. La jeune fille fit pivoter sa lame et s'occupa de l'homme. Zumo s'est approché de la jeune fille et lui a dit que c'était fini. La jeune fille informe le maître que l'ordre a été exécuté avec succès. Zumo a demandé à la jeune fille de le suivre, et tous ceux qui oseront l'importuner connaîtront une mort atroce. Wang demanda à Zumo ce qu'il restait à faire avec le reste des orphelins. Zumo demande alors aux serviteurs de donner de l'argent aux enfants pour qu'ils puissent essayer de survivre par leurs propres moyens. Li Ruivo Jua criait après Zumo et Kye-Yong, essayant de les arrêter. Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus rester debout comme un pilier. Elle devait d'abord trouver un endroit propice à la culture. Après que Zumo et Kye-Yong sont montés dans la voiture, le monsieur a immédiatement demandé à la jeune fille si elle avait faim, et elle a répondu modestement qu'elle n'avait pas particulièrement faim, si ce n'est un tout petit peu. L'homme a poussé plusieurs plats vers la jeune fille et lui a dit de commencer par eux. La jeune fille était stupéfaite de voir autant de nourriture et l'a attaqué avec avidité. Zumo lui demanda seulement de manger lentement. Il a dit que si la jeune fille voulait le suivre, elle devait le laisser mettre fin aux restrictions dans son corps, et une fois que ces restrictions prendraient effet, Kye-Yong ne pourra plus jamais désobéir aux ordres, tout comme l'attaquer, sinon son âme quittera son corps. Zumo a déclaré qu'avant cela, il pensait qu'il était sage de donner à la jeune fille le droit de choisir et de réfléchir soigneusement à la proposition. La jeune fille lève les yeux de son repas et dit qu'elle a déjà fait son choix et qu'elle n'a pas l'intention de revenir sur ses paroles. Dans ce cas, Zumo a demandé à la jeune fille de se détendre et de ne pas résister. Il a posé sa main sur sa tête et a utilisé une technique spéciale pour la servir. Après cela, l'homme a immédiatement demandé à la fille de le frapper, mais lorsqu'elle a essayé de le faire, elle s'est serré la poitrine, il y avait de la douleur à l'intérieur. Zumo explique que c'est l'effet des restrictions. Si à l'avenir, elle décide de lui faire du mal, elle ne pourra pas s'en sortir avec une douleur légère. Kye-Yong insiste sur le fait qu'elle ne trahira jamais son jeune maître. Soudain, Wang regarde à l'intérieur de la voiture et informe les messieurs qu'ils sont enfin arrivés au manoir. Zumo demande à Wang de donner une chambre à la jeune fille et de demander à quelqu'un de la laver, mais en attendant, Zumo a encore des choses à faire. Wang appela Kye-Yong à le suivre et la jeune fille suivit maladroitement le serviteur. Au bout d'un moment, ils sont arrivés dans la chambre de la jeune fille. Kye-Yong était ravie et ne comprenait pas si elle osait vraiment vivre dans un endroit aussi huppé. La jeune fille est gênée et s'enfuit en disant qu'elle peut dormir dans l'étable. L'une des servantes essaya d'arrêter la jeune fille, mais elle a expliqué qu'elle se sentirait moins gênée dans l'étable. Wang se moque de la jeune fille parce qu'elle a été choisie par le noble seigneur lui-même et qu'elle ne peut pas dormir dans l'étable. Wang dit à Kye-Yong que les domestiques viendraient les voir maintenant et que la jeune fille devrait se changer et se laver, tandis que Wang réglerait le problème du repas. C'était très embarrassant pour la jeune fille car le jeune monsieur Zumo est très gentil avec elle et elle ne sait pas comment lui rendre l'appareil. Zumo marchait et pensait que la chose dont il avait besoin devait être encore à sa place. Lorsqu'il s'approcha de la boutique du marchand, il vit un acheteur qui s'indignait que le pendentif de jade soit trop petit et également endommagé, et que le marchand en ait fait un prix exorbitant. Pourtant, son prix ne dépassait pas 20 pierres spirituelles. Le marchand a fait valoir que 20 était trop peu, et qu'à ce rythme, il passerait en territoire négatif. Il a affirmé que le prix minimum pour un pendentif était de 50 pierres spirituelles. L'acheteur marchande et propose 30 pierres spirituelles, mais le marchand continue à dire qu'ils ne pourront pas se mettre d'accord. Soudain, Zumo s'est approché de la boutique et a dit qu'il était prêt à donner 100 pierres spirituelles pour ce pendentif.
Le marchand a été choqué d'entendre cela, et Zumo lui a demandé si un tel prix était acceptable pour lui. Le marchand a commencé à dire que ce pendentif était un héritage familial, essayant de faire monter le prix encore plus haut. Mais Zumo a froidement répondu que l'homme avait failli donner cet héritage familial pour 50 pierres spirituelles. Mais le marchand s'est rangé à l'avis du jeune homme, en disant que 100 était un prix tout à fait suffisant. Un autre client s'est indigné et a déclaré qu'il était le premier à avoir l'intention d'acheter ce pendentif et que le commerçant ne pouvait pas le donner comme ça. Zumo comprit que cette fois-ci, il était en avance sur Lini et qu'après tout, il était le personnage principal du roman original. Au départ, il n'était qu'un orphelin qui errait dans les rues, mais avait le don de reconnaître des propriétés spirituelles rares. Grâce à la bonne volonté du destin, il a trouvé un ancien pendentif de jade, qui l'a conduit sur le chemin de la culture de l'immortalité, jusqu'au sommet du monde. Zumo dit à l'enfant que c'est leur dernière rencontre. Lini était très indigné et ne comprenait pas du tout d'où venait Zumo. Lini comprit que l'aura émanant de ce pendentif de jade était incroyable. Lini n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Lini comprit que ce pendentif de jade était un véritable trésor qu'il venait de manquer et se promit qu'un jour, il se vengerait définitivement de Zumo. Soudain, Lini sentit une étrange énergie spirituelle et réalisa immédiatement qu'il s'agissait de quelque chose d'autre qu'un pendentif de jade. Lini savait qu'il avait une autre chance. Pendant ce temps, Zumo libère de l'énergie spirituelle à partir du pendentif de jade et s'est immédiatement rendu compte qu'il avait obtenu exactement les articles dont il avait besoin. Un parchemin et un anneau d'or apparurent devant lui. C'était le parchemin d'immortalité des nuages et la clé spirituelle des nuages. Il comprit qu'il lui indiquerait le chemin vers le royaume spirituel secret. Zumo comprit que s'il le retenait, il serait capable de comprendre le royaume des cieux. Le soi-disant royaume spirituel est un art secret, créé par un grand maître du passé. Il contient des opportunités et des connaissances inestimables. Les légendes disent aussi que les trésors des anciens maîtres sont cachés dans le royaume secret. Ce disque, qui est une clé spirituelle de nuages, est donc un royaume spirituel secret. Zumo était sûr que cette fois-ci, il était maître de son destin et qu'il ferait tout ce qu'il voulait. Après un certain temps, Zumo revint au manoir et Wang le salua. Wang informa le noble seigneur qu'il avait fait en sorte que leur jeune invité se voie attribuer une 3e chambre dans l'aile est du domaine. Le dîner était déjà prêt, et Wang demanda s'il valait la peine d'inviter Cao Yang à table. Mais Zumo a dit qu'il irait voir Cao Yang lui-même et qu'il l'inviterait personnellement à la table. Wang a obéi à son maître et s'est éloigné. En se promenant dans le domaine, Zumo cherchait la 3e pièce de l'aile est dont Wang lui avait parlé. Au bout d'un moment, il l'a trouvée. En entrant dans la pièce, l'une des servantes salue Zumo. Et pendant ce temps, dans la chambre de Cao Yang, les servantes l'aident à prendre un bain. La jeune fille est gênée et dit aux servantes qu'elles n'ont pas à tout faire pour elle. Les servantes sont parties immédiatement, après avoir écouté le souhait de la jeune fille de se laver. C'était la première fois de sa vie que Cao Yang se baignait dans une baignoire d'une telle qualité, et elle était très heureuse de vivre une telle expérience, car elle n'avait pas les moyens de s'offrir une telle chose à l'orphelinat. Soudain, elle entend des voix derrière la porte où les servantes accueillent le noble seigneur Zumo. La jeune fille a alors pris peur, et s'est mise à chercher ses vêtements, jusqu'à ce que la porte s'ouvre lentement et que Zumo entre dans la pièce. Bien que la fille lui ait crié dessus et lui ait demandé d'attendre, elle plongea sous l'eau pour se cacher. Elle était très effrayée et gênée par la présence de son jeune maître. L'homme a été légèrement déconcerté en essayant de trouver la fillette, mais il est sorti de la baignoire et s'est excusé auprès de la fillette pour s'être précipité sur elle sans cérémonie. Au bout d'un certain temps, la jeune fille finit de se laver et sort pour rejoindre son jeune maître, en s'excusant à l'avance de l'avoir fait attendre. Zumo a regardé la jeune fille et l'a complimentée parce que la tenue qu'on lui avait donnée lui allait très bien. La jeune fille remercie timidement son jeune maître. Il lui ordonne de le suivre et lui dit qu'immédiatement après le repas dans la salle à manger, ils devront essayer de faire quelque chose. La servante invita le noble seigneur Zumo et Cao Yang à entrer dans la salle à manger. Plusieurs autres serviteurs se trouvaient à l'intérieur et ont immédiatement signalé que le repas était prêt. Il y avait de nombreux plats sur la table, et Cao Yang a immédiatement salivé. Zumo demande à Cao Yang ce qu'elle attend, car la nourriture va bientôt refroidir. La jeune fille s'attaqua de nouveau à la nourriture avec une avidité rare, et le serviteur lui demanda de manger plus lentement, car elle risquait de s'étouffer. La jeune fille mange très vite et avale goulûment la nourriture. Personne ne s'attendait à cela, et au bout d'un moment, la jeune fille a même déclaré qu'elle était rassasiée, que son estomac était plein. Et il était très gonflé à cause de la quantité de nourriture qu'elle avait mangée. Elle s'est immédiatement sentie un peu honteuse, et a dit à son jeune maître qu'elle n'avait pas l'habitude de manger autant.
Zumo dit seulement au serviteur de transmettre la demande au cuisinier afin qu'il ne réduise pas la taille des portions. Le serviteur a accepté la commande de 3 repas par jour pour Cao Yang. Zumo dit à la jeune fille que, puisqu'ils ont terminé leur repas, il est temps pour eux de passer à autre chose. Au bout d'un moment, ils sont arrivés dans l'une des salles et Zumo a tendu à la jeune fille un parchemin d'immortalité en forme de nuage. Zumo ordonna à Cao Yang d'étudier les connaissances contenues dans ce parchemin, car il savait que si la puissante méchante du roman était autorisée à maîtriser un pouvoir aussi incroyable, quelque chose de nouveau et d'inhabituel se produirait. Pendant ce temps, le marchand trouva les fragments d'un bracelet de jade et se réprimanda pour cette imprudence, car il n'avait même pas pensé qu'il pouvait y avoir des objets de valeur dans un tel objet. Un ancien de la secte du roi Tang passa par là et fut surpris de ne rien trouver dans la ruelle. Le marchand s'est immédiatement excusé d'avoir abusé de la situation et a répondu que toutes ces paroles ne s'adressaient pas à l'aîné. L'ancien s'est penché devant le marchand et lui a demandé s'il avait déjà vu un porte-clés en jade. L'homme a immédiatement reconnu dans l'image ce que Zumo avait vendu il y a quelque temps. Au cours de l'étude du parchemin, Zumo a demandé à la jeune fille d'essayer d'intégrer les forces spirituelles du ciel et de la terre dans son corps. Zumo comprit que Cao Yang était certainement la méchante du roman, dotée de talents extraordinaires, et qu'il serait très bon qu'elle parvienne vraiment à maîtriser ses nouvelles compétences. Soudain, la jeune fille se met à cracher du sang. Zumo la prend dans ses bras et ordonne aux domestiques d'appeler le docteur Zhang dès que possible. Pendant ce temps, quelque part dans la ruelle, Lin Yi sentit de l'énergie provenant de la maison. En ouvrant la porte, il vit une petite fille enveloppée de puissance spirituelle. Lin Yi n'en croyait pas ses yeux de la voir devant lui. Il a accidentellement marché sur une paille, créant un bruit, et s'est immédiatement rendu compte que c'était très mauvais. La fille a immédiatement volé vers Lin Yi et a mis la même paille sur sa gorge, demandant qui il était. Le garçon s'est immédiatement présenté en disant qu'il s'appelait Lin Yi et qu'il était un enfant des rues depuis son enfance. À l'heure actuelle, il avait 15 ans. Li Ruoju fut légèrement surprise en entendant le nom de cet homme, car elle se souvenait que, dans une vie antérieure, les ministres avaient insisté pour qu'un membre d'une certaine secte, Lin Yi, soit admis à la cour. Les ministres avaient alors assuré à l'impératrice que ce garçon avait un don sans précédent pour la chasse au trésor. Mais Zumo rejetait cette offre à chaque fois. Li Ruoju supposa que Zumo était déjà familier avec Lin Yi. Ruoju comprit que si Lin Yi l'aidait vraiment dans la recherche d'artefacts rares, cela pourrait grandement accélérer le processus de culture. La fille jeta la brindille loin de la gorge du gars, et Lin Yi se calma en se disant que ce n'était qu'une brindille. Ruoju a demandé à Lin Yi s'il voulait lui tenir compagnie, et il accepta volontiers. La jeune fille s'en réjouit. Pendant ce temps, le docteur Zhang a examiné Cao Yang et a déclaré que, bien que son corps soit doté d'un don mystérieux, son état est très déplorable, ce qui explique que la forme spirituelle de son corps se soit considérablement affaiblie. C'est aussi ce qui explique son appétit débordant. Zumo a immédiatement demandé si la jeune fille était prête pour la culture. Le médecin lui a expliqué qu'il pouvait lui préparer une potion qui ramènerait son corps à un état stable. Mais le processus lui-même était très douloureux. En outre, le docteur Zhang a précisé que la potion ne constituait qu'une solution temporaire au problème. Et ce, jusqu'à ce que le noble seigneur Zumo trouve une plante extrêmement rare, à savoir l'herbe de jade de la chair de glace. Zumo y a pensé lorsqu'il a entendu parler de l'herbe de jade de la chair glacée. Monsieur Zumo a remercié l'homme pour son travail et a raccompagné le médecin. Zumo s'est approché de Cao Yang et lui a dit qu'elle avait parfaitement entendu parler de son état et du traitement à venir. Cao Yang s'est levé d'un bond de sa couchette et a promis à son jeune maître qu'elle s'entraînerait beaucoup. Monsieur Zumo a immédiatement averti la jeune fille qu'elle risquait de souffrir énormément. Cao Yang commença à résister, disant qu'elle n'avait pas du tout peur de la douleur, car si elle pouvait être utile, alors elle ferait de son mieux. Monsieur Zumo s'est contenté de dire qu'il espérait vraiment que les paroles de Cao Yang n'étaient pas vides de sens. Il lui promit qu'ils feraient une petite promenade ensemble demain. La jeune fille considéra cela comme un ordre et se rangea à l'avis de son maître. Monsieur Zumo a tendu un petit sac à la jeune fille et lui a dit que le pollen contenu dans ce sac endormirait sa douleur. La jeune fille l'a remercié et a accepté un sachet de pollen médicinal. Tard dans la nuit, Cao Yang examine le sac et le renifle. Elle était heureuse que son jeune maître lui ait remis ce sac en main propre. Mais soudain, elle s'est arrêtée car elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas perdre de temps. Elle a soudain ressenti une douleur et a supposé qu'il s'agissait exactement de la douleur dont le docteur Zhang lui avait parlé. Le lendemain, dans la salle à manger, la jeune fille a de nouveau englouti la nourriture avec avidité, sous le regard attentif de Zumo. Cao Yang remercia son jeune maître pour ses plats délicieux, et il lui dit seulement qu'elle pouvait prendre son temps et manger un peu plus lentement.
Au bout d'un moment, lorsque Cao Yang fut rassasié, Zumo lui prit la main et lui demanda de s'accrocher. Sinon, la nourriture reviendrait. Ils se sont soudain envolés hors de la salle à manger à une vitesse incroyable. Zumo courut très vite et ils arrivèrent à la montagne du dragon de jade. Il leur expliqua qu'il y avait un endroit secret dans ces montagnes où ils pourraient facilement trouver l'herbe de chair glacée pour la potion de guérison. La jeune fille était légèrement épuisée après une telle vitesse. Il s'apprêtait à passer à autre chose lorsque Cao Yang entendit soudain un étrange grognement. En regardant en arrière, près des buissons, elle vit le visage de la bête qui commença à grogner et à sauter sur Zumo et Cao Yang. La jeune fille a immédiatement sauté en avant, disant que son maître devrait être plus prudent. Mais pour l'heure, elle doute de pouvoir protéger seul son jeune maître. Mais le noble seigneur Zumo utilisa son pouvoir magique et déclara qu'ils avaient eu beaucoup de chance de trouver ici des fleurs d'ambre sanglante, dont la bête ne pouvait pas profiter pleinement. Le squelette du tigre tomba immédiatement au sol après la magie du noble seigneur Zumo. Au bout d'un moment, la bête reprit chair, ce qui étonna beaucoup Cao Yang. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Le jeune monsieur Zumo expliqua à Cao Yang que c'était ainsi que fonctionnait le manuscrit de Renaissance et fit plaisir à la jeune fille en lui annonçant qu'ils auraient de la viande de tigre très inhabituelle pour le dîner d'aujourd'hui. Monsieur Zumo a pu arracher plusieurs feuilles de la planète ambre d'un simple geste de la main. Monsieur Zumo a dit qu'ils allèrent devoir passer la nuit dans la grotte locale et la jeune fille a accepté. À ce moment-là, il jouait avec une carcasse de tigre par la queue. À l'intérieur de la grotte, les hommes ont allumé un feu et Cao Yang a observé avec fascination la cuisson de leur dîner. Soudain, Monsieur Zumo demande à la jeune fille de surveiller sa respiration, ce qui l'effraie un peu. Elle regarda à l'extérieur de la grotte et vit les silhouettes de plusieurs personnes. Elle demanda immédiatement à Zumo de qui il s'agissait. Le noble seigneur Zumo expliqua qu'ils étaient des adeptes de la secte et qu'il était très étrange de les voir près de la montagne du dragon de jade. Il a suggéré que c'était peut-être la raison pour laquelle cette région était si peu populaire, puisque les adeptes de la secte venaient ici. La jeune fille était très effrayée. Monsieur Zumo comprend qu'ils ne connaissent pas encore leurs objectifs, mais si les sectaires osent interférer avec les plans de Monsieur Zumo, il s'assurera immédiatement de leur destruction. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt, Liruyozu observait les cultistes. Elle les rencontrait déjà pour la 3e fois et ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de cultistes à cet endroit. Lin y cria à Ruyozu qu'il y avait des traces d'une bataille à proximité. La jeune fille fut surprise. Elle sentait l'énergie de l'herbe de jade et le sang ambré du lieu de la bataille. Ruyozu a suggéré que cette énergie pouvait provenir de la secte ou de Zumo. Liruyozu comprit que cela ne suffirait pas. Elle devait trouver un four alchimique et commencer à fabriquer des élixirs. Alors elle se mit à courir le plus vite possible. Lin Yi ne comprit pas où sa maîtresse courait si vite et l'appela. Liruyozu explique qu'elle continue à chercher ce qu'elle est venue chercher. Et si Lin Yi a peur d'aller plus loin avec elle, il peut rester ici. Lin Yi s'inquiétait seulement du fait qu'il était trop risqué de se déplacer seul dans la forêt la nuit. Mais sa maîtresse avait déjà couru trop loin. Pendant ce temps, dans la grotte, Cao Yang se réveille sous l'effet de la lumière du soleil, qui pénètre dans la grotte par une petite fissure. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est aperçue que son corps était très lourd, et elle a supposé que cela était dû à sa dernière séance d'entraînement. Monsieur Zumo a déclaré que la jeune fille avait réussi à atteindre le 6e niveau de purification de Kai en quelques jours seulement, et pourtant son corps se débat toujours dans la lourdeur et la douleur. Ce qui signifie qu'à ce rythme, elle ne peut que se faire du mal. Mais le seigneur Zumo va-t-il répondre à la jeune fille qu'il est temps pour eux de passer à autre chose? Cao Yang se rangea docilement à l'avis de son jeune maître. Avant de partir, Monsieur Zumo lui a tendu un flacon en lui disant que lors de la prochaine séance d'entraînement, elle devrait prendre ce remède. Il aiderait Cao Yang à endormir la douleur. Cao Yang remercie son jeune maître, et il l'a encouragé parce qu'il était temps pour eux d'aller de l'avant. Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés au fin fond de la forêt. Cao Yang demanda à son maître quelle était la valeur du fourneau d'alchimie qu'il cherchait, et il lui répondit que ce fourneau était d'une qualité bien supérieure à celle de nombreux autres fourneaux. Si sa mémoire ne changeait pas, il devait déjà être très proche du fourneau. Le noble seigneur Zumo a demandé à la jeune fille d'être prudente, car le chemin vers la fournaise est toujours bloqué par un serpent de jade, et elle doit essayer de ne pas tomber sous son attaque. Soudain, Monsieur Zumo entend des cris dans la direction où devrait se trouver le four, et réalise immédiatement qu'il y a quelqu'un d'autre. En regardant derrière les buissons, il vit Lin Yi qui attaquait le serpent de jade à toute vitesse, mais Monsieur Zumo ne comprenait pas ce que le personnage principal du roman avait oublié ici. Le serpent a jeté le garçon au loin, et Lin Yi ne comprenait pas pourquoi sa maîtresse n'était pas revenue depuis si longtemps,
Il décida donc de s'occuper lui-même du serpent de jade. Il brandit sa lame et se précipita sur le monstre. Le noble seigneur Zumo tenta de lui crier que Lin Yi agissait de façon très imprudente. Le garçon était persuadé que cette fois-ci, le serpent allait définitivement s'arrêter. Mais quelque chose l'en empêchait. Le garçon a été projeté de côté et s'est heurté à un mur de pierre. Le serpent se rapprochait de lui et sifflait avec irritation. Soudain, le noble seigneur Zumo apparaît devant Lin Yi. Zumo dit qu'apparemment le destin lui-même a voulu qu'ils se rencontrent pour qu'ils puissent extraire le noyau du serpent. Le garçon fut surpris de constater que le serpent pouvait contrôler le pouvoir spirituel. Un noyau est apparu devant le serpent. Monsieur Zumo était surpris de voir tout cela. Il était même déçu. Le serpent siffla de surprise et Lin Yi ne comprit pas du tout ce qui se passait. Zumo s'est approché du serpent, mais Cao Yong intervient soudain. Ils assènent coup sur coup au serpent. À un moment donné, Cao Yong a cessé de copier et le serpent était déjà trop près d'elle. Mais Monsieur Zumo l'a aidé en disant au serpent qu'il la détruirait. D'un seul coup de baguette magique, le serpent a été détruit et la carotte est enfin entre les mains de Monsieur Zumo. L'homme s'est approché de Cao Yong et lui a demandé si elle était blessée. Elle s'est excusée auprès de son jeune maître pour avoir été trop imprudente. Il répondit que c'était grâce à elle qu'il avait pu extraire le noyau spirituel en parfait état. Zumo a expliqué que si le serpent tournait toute son attention vers lui, il se sentirait certainement désespéré. Et cela provoquerait l'injection de venin de serpent dans le noyau spirituel, ce qui détériore grandement la qualité du noyau spirituel. Zumo expliqua qu'après avoir vu Cao Yong, le serpent était rempli d'espoir. Lorsque cela lui a permis d'extraire le noyau en parfait état, la jeune fille a écouté avec enthousiasme les paroles de son mentor à ce sujet. Zumo fait l'éloge de Cao Yong, disant qu'elle a fait son travail à la perfection et qu'ils doivent maintenant soigner ses blessures. Après cela, ils devaient aller de l'avant. Cao Yong était très heureuse que son jeune maître vienne de la féliciter. Pendant ce temps, Lin Yu brûlait de rage. Il ne comprenait pas ce que le noble seigneur Zumo avait oublié dans cette forêt et avait fait irruption dans leur escarmouche avec un serpent. Lin Yu a supposé que Monsieur Zumo était également au courant de l'existence du four à alchimie. Mais il s'efforça d'écarter ses pensées, sa principale tâche étant désormais de ne pas se faire prendre à nouveau. Soudain, Zumo apparaît devant Lin Yu. Il demanda immédiatement au garçon où il était si pressé. Le garçon est embarrassé. Il dit qu'il n'est pas du tout pressé, mais qu'il a peur de revoir Zumo. Zumo demanda froidement à Lin Yu où son compagnon, Liu Ruiozu, était parti. L'homme s'est précipité et a répondu au bout d'un moment que Liu Ruiozu venait de s'enfuir. Zumo posa alors sa dernière question. Il demanda ce qu'il en était des cultivateurs de la secte, et si Lin Yu les avait vus. L'homme lui indiqua immédiatement la direction que prenaient les cultivateurs. Mais Zumo décida de prendre un autre chemin, ce qui a immédiatement mis Lin Yu à rude épreuve, car Lin Yu a compris que Zumo se dirigeait vers la grotte. Liu Ruiozu s'y trouvait déjà, et il était impossible qu'ils se rencontrent. Pendant ce temps, Zumo était déjà entré dans la grotte et se demandait pourquoi elle sentait si fort le sang. Après avoir marché un peu plus loin, l'homme a compris d'où venait l'odeur, et devant lui, il y avait une énorme quantité de restes. Zumo comprit qu'il n'avait jamais rencontré une telle chose dans sa vie antérieure. L'homme supposa qu'il s'agissait de disciples de la secte Leyland, mais il ne comprit pas ce qu'ils cherchaient dans les montagnes du Dragon d'Émeraude, car leur niveau de culture des premiers et deuxièmes stades n'était pas comparable au niveau spirituel du serpent, ce qui signifie qu'il est trop irrationnel pour eux de prendre de tels risques. À côté des restes, le noble seigneur Zumo remarque de petits sacs et tend la main pour en prendre un, mais il a été distrait par un bruit sec provenant du côté. Monsieur Zumo pensa qu'il l'avait imaginé et qu'il n'y avait aucun son. Il a compris qu'il devait garder l'esprit froid, alors il a d'abord voulu s'assurer que le poêle était bien en place, et il a réussi à le trouver. Mais Zumo est encore troublé par le bruit qu'il a entendu tout à l'heure. Il était presque sûr de ne pas l'avoir imaginé. Monsieur Zumo s'enfonça un peu plus dans la grotte, mais ne remarqua rien. Cependant, après une fraction de seconde, il a entendu le cri de Cao Yong et s'est immédiatement précipité hors de la grotte. L'homme recula rapidement, et pendant ce temps, Leyland Zu était assise, paniquée. Après avoir vu Monsieur Zumo en personne, elle était maintenant convaincue de ce qu'elle pensait. Le Ryozu était furieux qu'une sorcière comme Cao Yong puisse obtenir l'aide du noble seigneur Zumo, et en même temps chercher à obtenir des avantages qui appartenaient à l'origine à le Ryozu. Le Ryozu était en colère. Elle savait qu'elle aurait dû recevoir Monsieur Zumo et se soumettre à ses soins et à son entraînement, mais elle était restée toute seule, exactement le contraire, comme lors de leur dernière renaissance. La jeune fille se rendit compte qu'elle était venue dans cette grotte à la recherche d'un four alchimique. Elle commença à ouvrir les sacs un par un et chacun d'entre eux était vide. Elle se rend compte que Monsieur Zumo a pris le four.
Le Ryozu était furieux que les sacs ne contiennent que des déchets, et que les objets de valeur soient tombés entre les mains de Zumo et de la sorcière Keiyo-Yong. Le Ryozu comprend qu'elle doit s'échapper au plus vite. Pendant ce temps, à l'extérieur non loin de la grotte, Keiyo-Yong est enfermée par la magie et supplie qu'on le libère. Des sectaires se pressent autour d'elle et lui demandent d'avouer où se trouve l'objet de leur recherche. Elle a reçu des coups magiques lorsqu'elle a essayé de sortir de la cage. Keiyo-Yong a honnêtement admis qu'elle ne savait pas de qui les cultistes parlaient. L'un des cultistes dit à son chef que l'aura du serpent de jade n'a pas été ressentie dans cette zone. Le principal cultiste grogna de mécontentement. Il ne pensait pas que le serpent de jade pouvait mourir. Le sectaire cria à Keiyo-Yong, disant qu'elle se trouvait dans le pays du serpent de jade, et qu'avec son niveau spirituel, elle ne pourrait certainement pas vaincre le serpent aussi facilement. La fillette a commencé à se mettre en colère, mais le sectaire lui a tendu la main derrière les barreaux et a commencé à étrangler le bébé, en disant qu'elle partagerait certainement des informations sur le serpent de jade. En s'approchant de la jeune fille, le sectaire a remarqué qu'elle était très mignonne et lui en a parlé. Mais il a soudain entendu une voix sévère derrière lui, disant qu'il valait mieux que le sectaire retire ses mains de la jeune fille. Mais le sectaire n'a pas écouté et a commencé à crier à Keiyo-Yong que soit elle explique immédiatement ce qui s'est passé ici, soit elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. S'élançant vers la fille, le type reçut un coup sur le bras, ce qui eut un résultat désastreux. Il hurle de douleur, et Keiyo-Yong a volé vers le bas, faisant tomber le bras du gars. Les autres sectaires se crispèrent et ne comprirent pas qui avait porté un tel coup à leur chef. Zumo est sorti et a immédiatement retiré le sort de la jeune fille, la libérant ainsi. Keiyo-Yong s'excusait auprès de son jeune maître d'avoir laissé les cultistes l'attraper. Les cultistes ont commencé à attaquer Zumo et se sont précipités sur les gars à une vitesse incroyable. Zumo s'inclina et dit aux cultistes qu'ils avaient demandé ce combat. L'homme sortit immédiatement des attributs magiques. Pendant ce temps, les sectaires tentaient d'empiéter sur Keiyo-Yong, mais les talismans de blocage que Zumo avait utilisés étaient déjà dans l'air autour d'elle. Soudain, l'un des cultistes a remarqué que toute leur énergie spirituelle était scellée par un talisman. Soudain, de l'énergie magique se forme autour de Keiyo-Yong. La jeune fille réussit à matérialiser un esprit qui, obéissant à son maître, commença à attaquer les cultistes en réponse à la nécessité de n'en laisser qu'un seul en vie. Keiyo-Yong passe à l'attaque. Les cultistes commencent à lui crier dessus et à l'implorer de les épargner. Elle les a traités un par un et s'est finalement approchée du leader qui la prenait à la gorge. La jeune fille était furieuse et très en colère contre ce sectaire. La jeune fille tira le chef de la secte par la jambe et dit à son jeune maître qu'elle avait réussi à s'occuper du dernier sectaire. La fille a jeté le chef aux pieds de Zumo. L'homme était presque inconscient. Keiyo-Yong a remis à l'homme les sacs contenant leurs provisions, et Zumo a dit que Keiyo-Yong pouvait garder ses sacs pour lui. L'homme créa un tourbillon d'énergie magique et le dirigea vers le chef de la secte. Le chef se tordit de douleur et Zumo lui expliqua qu'il devait maintenant répondre à toutes les questions qui lui seraient posées. Zumo interrogea immédiatement le chef sur son nom. Le chef était paniqué et criait qu'il ne comprenait pas pourquoi ses élèves avaient été tués. Keiyo-Yong se tenait à proximité, légèrement perplexe. Elle rematérialisa la lance d'énergie et s'approcha personnellement du chef de la secte. L'homme se présenta alors immédiatement en disant qu'il s'appelait Yuzi et qu'il était un fidèle adepte de la secte Leyland. Zumo demanda à Yuzi ce que faisait leur secte Leyland dans les monts du dragon de Jade. Yuzi expliqua qu'ils étaient venus ici à la recherche du royaume secret de Yunling. Zumo fut choqué d'entendre parler du royaume secret de Yunling et demanda immédiatement à Yuzi comment ils avaient appris l'existence de ce royaume secret. Yuzi commença à expliquer que lui et sa secte l'avaient découvert après que la secte Qingtang ait lancé une rumeur. Ou plutôt, les anciens de la secte Qingtang ont lancé une rumeur sur ce royaume secret. Zumo essaya de faire sortir Yuzi de l'endroit où la secte Qingtang avait des informations sur le royaume secret de Yunling. Mais le chef du village résista et dit qu'il n'en savait pas plus. Zumo rejette Yuzi avec force et le leader commence immédiatement à saisir les vêtements de Zumo, le suppliant d'avoir pitié de lui. Mais Zumo s'est excusé auprès de Yuzi, disant qu'aujourd'hui il était destiné à dire adieu à la vie. L'homme continua à implorer la pitié de Zumo. Mais il était trop tard. Zumo utilisa la magie et détruisit Yuzi. Keiyo-Yong observe la scène avec sérénité. Après s'être occupé du cultiste, Zumo toucha l'épaule de la jeune fille et lui dit qu'il était temps pour eux de passer à autre chose. La jeune fille suivit docilement son jeune maître. Après le départ des gars, Lingyi était finalement content qu'il soit parti, parce qu'il était sur le point de tomber de l'arbre. Malheureusement, il a perdu l'équilibre et est tombé, heurtant violemment le sol. Liu Rozu apparut immédiatement devant lui, demandant à Lingyi s'il savait quelque chose sur le royaume secret de Yunling. Elle était très en colère,
et demanda à son collègue de se lever le plus vite possible, car il devait suivre Zumo et Keiyo-young vers l'est tout en gardant une certaine distance pour ne pas être remarqué. Il était très important pour Liu Ruozu de découvrir où se trouvait le royaume secret de Yunling. Au bout d'un moment, Zumo et Keiyo-young étaient également assis dans la grotte, dans laquelle le noble seigneur avait allumé un feu pour qu'il soit chaud et lumineux. L'homme travaillait à côté du four alchimique et utilisait diverses techniques pour activer la tribu. Enfin, il y parvint et put préparer la potion nécessaire à Keiyo-young. Il ne restait plus qu'à attendre un peu que le bouillon épaississe. Soudain, l'homme entendit un bruit provenant de l'extérieur de la grotte. C'était Keiyo-young. Elle s'approchait de la grotte, tenant 2 carcasses de lapins dans ses mains. La jeune fille comprit qu'ils étaient probablement presque arrivés là où ils devaient aller, car en chemin, elle rencontra quelques autres cultivateurs. Keiyo-young remarque que quelque chose ne va pas chez son jeune maître, et demande à l'homme ce qui le préoccupe tant. Zumo s'est contenté de répondre qu'il n'avait pas entièrement clarifié certains points, et qu'il était donc un peu perdu dans ses pensées. Keiyo-young dit qu'elle a réussi à recueillir des informations utiles, car à en juger par les conversations des cultivateurs, les disciples des 3 sectes se dirigent maintenant vers le royaume secret. De plus, les maîtres des 3 sectes sont personnellement arrivés au mont du dragon de Jade. Zumo fut choqué d'entendre que les maîtres du 3e sexe étaient personnellement arrivés à cet endroit. Keiyo-young l'a expliqué un peu plus tôt. L'aîné du roi Tangsek a décidé de partir à la recherche d'un anneau de jade chez le marchand où Zumo s'est rendu. Et lorsqu'il en est revenu, tous ses sbires ont commencé à agir. Zumo réfléchit à tout cela. Il pensa au bidonville, à l'anneau de jade, à l'aîné du roi Tangsek et au royaume secret de Yunling. Pendant qu'il était perdu dans ses pensées, Keiyo-young avait déjà fait cuire les lapins et en avait apporté un à son jeune maître. Mais celui-ci lui demanda d'attendre un peu. Zumo a compris qu'en se rendant dans les bidonvilles, il a profité d'une opportunité qui appartenait à l'origine à Lini, et que cela a déclenché une réaction en chaîne qui a fait que l'aîné du roi Tangsek a découvert le royaume secret de Yunling. Tout convergeait maintenant dans la tête de Zumo. Pendant ce temps, Keiyo-young mangeait de toutes ses forces un des lapins et écoutait attentivement son jeune maître. Soudain, il sentit une odeur agréable et se retourna. La jeune fille tendit à nouveau la viande à son maître en lui disant qu'il pouvait se servir. Soudain, Zumo se souvint que le four d'alchimie était censé finir son travail à ce moment-là, et se dirigea vers lui afin de vérifier si la potion de guérison pour Keiyo-young avait suffisamment épaissi. Après avoir ouvert le fourneau d'alchimie, Zumo remarqua que la potion s'était transformée en pilule magique et que la pilule était d'une couleur ambre sanguine. Une lumière brillante sortait du four d'alchimie et de la vapeur s'échappait de la chaleur. Zumo comprit qu'il s'agissait vraiment d'un four d'alchimie de dragon. En ouvrant le couvercle, Zumo a sorti les pilules et les a soigneusement mises dans un sac. Il jette l'une des pilules à Keiyo-young en lui disant que c'est sa récompense. Keiyo-young, heureuse de recevoir quelque chose de son jeune maître, se mit à sourire de joie. Zumo lui explique que pour lui être utile, Keiyo-young doit s'améliorer en permanence. Keiyo-young obéit à son maître. Zumo décida de s'allonger pour dormir et informa son élève qu'il ne lui restait que 8 jours et qu'elle devait les passer utilement. Il leur expliqua que dans 8 jours, l'entrée du royaume secret de Yunling s'ouvrirait. Il pourrait alors utiliser la clé pour y pénétrer. Keiyo-young affirma qu'elle s'entraînerait durement pour son jeune maître. Elle a donc décidé de commencer tout de suite et s'est immédiatement mise à l'entraînement. Cependant, des bruits de faim lui parviennent de son estomac et, un peu gênée, elle s'éloigne de son jeune maître. Décidé de faire un repas avec le lapin déjà cuit, l'homme était déjà endormi à ce moment-là. Pendant ce temps, à l'est de la chaîne de montagnes du dragon de jade, les maîtres des 3 sectes et leurs serviteurs se tenaient debout. Ils avaient réussi à atteindre le bon portail du royaume secret de Yunling. L'un des anciens s'est tourné vers Tang et lui a dit que cette fois-ci, il avait vraiment accompli beaucoup de choses. L'aîné de la secte du roi Tang a dit que ce n'était qu'une heureuse coïncidence. Ce n'était pas dans ses plans. L'autre ancien était ravi que l'entrée du royaume spirituel secret ait été capturée par leur alliance de 3 anciens maîtres. Il comprenait que même Zumo, qui possédait un anneau de jade, ne pourrait pas passer sans encombre devant leur coalition d'anciens. L'un d'entre eux était convaincu qu'avec une telle force des 3 sectes, il réussirait. L'ancien de la secte du roi Tang a dit que dans le royaume secret de Yunling, il y a de nombreuses opportunités qui sont plus que suffisantes pour les 3 maîtres. Ils rirent joyeusement et se mirent en route vers le royaume. Pendant ce temps, Keiyo-young se réveille dans la grotte. Elle était un peu perdue dans le temps et ne se rendait pas compte du temps qu'elle avait passé à s'entraîner. Elle a demandé à Zumo si les 8 jours dont il parlait étaient déjà passés. Et Zumo, debout avec le noyau magique, est resté fièrement silencieux.
Keoyong, un peu décontenancé, décida d'aller chercher de la nourriture pour l'instant et quitta la grotte. Ce n'est qu'après avoir quitté la grotte qu'elle vit quelque chose qui se déplaçait très rapidement et courait autour d'elle. Un instant plus tard, une énorme panthère noire s'est jetée sur la jeune fille en poussant un rugissement. Keoyong ne perd pas la tête et passe à l'attaque. Elle attrapa la panthère par la queue, se rendant compte qu'elle contenait beaucoup de viande consistante, ce dont ils avaient tant besoin avec Zumo. Cependant, la panthère ne voulait pas abandonner comme ça et retira sa queue des mains de Keoyong, essayant de l'attaquer à nouveau. Mais Keoyong était très intéressé par le goût de la viande d'une bête aussi inhabituelle. La jeune fille utilisa ses pouvoirs magiques et la panthère noire fut rejetée dans l'arbre. La chasse était terminée. Keoyong resta fier d'elle et comprit qu'il était temps de retourner à la grotte auprès de Zumo. De retour dans la grotte, elle se mit immédiatement à cuisiner et, au bout d'un moment, la viande fut frite. La jeune fille la mangea avec grand plaisir, mais Zumo était toujours assis derrière et n'a pas réagi à son élève. Keoyong fut surpris de voir que Zumo s'entraînait depuis si longtemps. Keoyong comprenait que si son jeune maître ne se réveillait pas rapidement, il risquait de ne pas arriver à l'ouverture du royaume secret. Pourtant, elle ne voyait pas d'inconvénient à admirer son maître un petit moment. Pourvu qu'il ne résiste pas, car il était très beau, un papillon s'est posé sur le nez de Zumo, et la jeune fille a immédiatement essayé de le chasser, ce qui l'a amené à s'approcher trop près de son jeune maître. Elle a été déconcertée et a immédiatement fait un bond en arrière. Elle a commencé à s'excuser auprès de Zumo, disant que ce n'était pas ce à quoi il pouvait penser en voyant Keoyong si près de lui. Zumo s'est soudain mis à parler du royaume secret. Pendant ce temps, Lini et Liu Ruyuzu se trouvaient à l'entrée du royaume secret. Lini ne pensait pas qu'il pourrait encore se faufiler jusqu'ici, mais a soudain reçu un petit coup de Liu Ruyuzu. Ce dernier a demandé à Lini d'être plus sérieuse et plus calme. Lini a pointé son doigt vers l'avant et a demandé à son collègue de le regarder. Liu Ruyuzu a immédiatement réalisé que ce qu'elle pensait était un début. De nombreuses constellations sont apparues près de l'entrée du royaume secret de Yunling, et l'un des trois anciens a immédiatement compris que le portail était prêt à l'utiliser. Les trois anciens ont dirigé leur pouvoir magique vers le portail, et un instant plus tard, un énorme rayon de lumière se dirigea vers le ciel. Et la poussière d'une petite explosion s'éleva près de l'entrée du portail. Keoyong pointa le doigt vers le ciel et demanda à son jeune maître d'y regarder, en se retournant. Zumo vit le rayon et comprit immédiatement que les maîtres des trois sectes avaient déjà commencé à agir. Mais il comprit qu'ils n'avaient toujours pas la clé pour entrer dans le royaume secret de Yunling. Keoyong s'agrippe aux vêtements de son jeune maître et lui demande de s'accrocher le plus possible, car ils ont encore le temps d'arriver s'ils accélèrent. Zumo a couru très vite et Keoyong s'est à peine accroché à lui. Il lui a demandé de bien s'accrocher et a donc tiré Keoyong vers lui, car il comprenait qu'il ne la chercherait pas si elle tombait. Keoyong, gêné par cet acte de son jeune maître, se presse docilement plus fort, alors qu'il décida d'accélérer encore plus afin d'atteindre le portail du royaume secret de Yunling le plus rapidement possible. Pendant ce temps, les maîtres des trois sectes continuèrent d'envoyer des rayons de magie dans le portail du royaume secret, et ils réalisèrent qu'ils étaient sur le point de réussir. Mais une explosion retentit et le portail commence à se fissurer. À ce moment-là, Zumo et Keoyong sont déjà arrivés. L'homme s'étonne qu'il soit encore un peu en retard, et Keoyong est un peu paniquée, car elle ne sait pas quoi faire. Zumo réfléchit, et décida que Keoyong et lui devraient s'attaquer aux trois maîtres de secte immédiatement après eux. Pendant ce temps, les maîtres des trois sectes étaient déjà prêts à entrer, et l'un des anciens a demandé au chef suprême d'achever le rituel le plus rapidement possible, et il a finalement réussi à obtenir un résultat parfait. Il a envoyé un talisman de plafond spatial au portail, et Zumo, assis sur la montagne, l'a immédiatement remarqué car il s'agit d'un objet de grande valeur. Il semble que la préparation d'un voyage au royaume secret de Yunling pour les anciens des sectes leur ait coûté une belle somme. Keoyong était paniqué et a dit que s'ils laissèrent les anciens entrer en premier, tout serait fini. Mais Zumo a demandé à Keoyong de ne pas s'inquiéter car les trésors les plus précieux de ce royaume ne sont pas si faciles à trouver. L'un des anciens cria à sa secte d'esprits flétris s'ils avaient besoin d'une invitation spéciale pour accéder au portail. En effet, il ne bougeait pas, observant la scène depuis la ligne de touche. Les sectateurs partirent, obéissant à leur maître. Peu à peu, tous les disciples s'approchèrent de l'entrée des ports, aussi bien les disciples de la secte de la vigne verte que ceux de la secte du brouillard de tonnerre. Ils étaient nombreux. Liroju poussa Lingyi, disant qu'il devait suivre les autres dès que possible, et Lingyi protesta que le coup de poing de Liroju était trop fort. La jeune fille s'est précipitée, Lingyi l'a suivie,
Mais juste devant l'entrée, la fille a senti quelque chose d'étrange et s'est arrêtée. Lin Yi lui demanda immédiatement ce qui s'était passé, mais elle chassa ses pensées de sa tête et continua à courir, appelant Lin Yi à la suivre. Zumo, debout sur la montagne, vit quelque chose d'étrange et Keiyo Yong interrogea immédiatement son jeune maître, mais celui-ci lui demanda de ne pas y prêter attention. Zumo pensa qu'il avait remarqué une illusion. À ce moment-là, les trois anciens ont compris qu'il était temps pour eux de partir. L'ancien de la secte du roi Tang a dit que seules leurs propres compétences les aideraient à capturer ces trésors, et qu'ils devaient donc se préparer. L'autre aîné n'en pouvait plus, et voulait voir ce qu'il ressentait le plus tôt possible. Dès que les trois aînés ont franchi le portail, Zumo et Keiyo Yong sont immédiatement apparus à ses côtés. Le noble seigneur toucha le portail, et Keiyo Yong lui demanda immédiatement s'ils allaient plus loin dans le royaume secret de Yunleng. Zumo a indiqué qu'il fallait utiliser une clé de nuage spéciale pour ce faire. Zumo prend la main de Keiyo Yong, et en un instant, ils sont de l'autre côté du portail. Keiyo Yong était ravie de ce qu'elle voyait. Il se trouvait dans une forêt lumineuse magique. Zumo dit immédiatement à Keiyo Yong qu'ils doivent trouver la porte le plus vite possible, et qu'ils doivent le faire avant que les anciens ne l'atteignent. Zumo a attrapé la fille par ses vêtements et a couru aussi vite qu'il le pouvait. Zumo expliqua que le royaume secret de Yunleng se compose de 9 étages, et la porte sert de passage vers l'étage suivant. Et il se trouve que Zumo connaît l'emplacement de chacune des portes. Il demanda donc à Keiyo Yong de monter sur son dos pour pouvoir avancer plus vite. Soudain, Zumo remarqua les anciens et leurs disciples en dessous de lui. Les 3 maîtres aînés avaient ordonné à leurs disciples de se disperser sur le territoire et de trouver la porte à cet étage du royaume secret de Yunleng. Les anciens ont dit que celui qui trouverait la bonne porte en premier serait très généreusement récompensé. Keiyo Yong appela son jeune maître qui lui répondit que les anciens avaient déjà commencé à agir. Mais heureusement pour Zumo, les portes et les passages sont très bien cachés dans ce monde. Zumo demande à Keiyo Yong de s'accrocher et commence à descendre. Au bout de quelques instants, il se trouvait déjà dans les profondeurs de la forêt, au milieu des arbres. Keiyo Yong voulut l'appeler jeune maître, mais il lui mit la main sur la bouche, lui demandant de se taire car il avait remarqué quelque chose dans la forêt. Zumo regarda autour de lui et, après un moment, réalisant que tout était clair, dit à Keiyo Yong qu'il était temps pour eux de commencer à collecter. Keiyo Yong est légèrement troublé. Zumo et Keiyo Yong se rendirent à la montagne. Le noble seigneur savait où il devait aller et écarta les plantes au pied de la montagne. Une porte apparut devant Keiyo Yong. La jeune fille fut très surprise. Zumo a dit à Keiyo Yong que toutes les portes du royaume secret de Yunleng sont très bien cachées et qu'il faut les chercher avec précaution. Il a poussé la jeune fille parce qu'elle était engourdie et ne bougeait pas, et ils devaient déjà continuer leur voyage. Keiyo Yong dit qu'il est très intelligent de placer une porte à un tel endroit et que le créateur du royaume de Yunleng doit être une personne très rusée. Zumo écouta les paroles de la jeune fille qui disait que le créateur du royaume de Yunleng était une personne très rusée et s'indigna. Il a donné une pichenette sur le nez de Keiyo Yong, lui demandant de ne pas trop parler. La jeune fille poussa un léger glapissement de douleur. Zumo a ordonné à Keiyo Yong d'avancer, et la jeune fille a obéi à son jeune maître en s'éloignant de la porte. Un immense désert de rochers est apparu devant eux, et Keiyo Yong a immédiatement demandé à son jeune maître comment ils avaient pu trouver la porte dans un endroit aussi mauvais. L'homme tenait la main de son élève, mais soudain, un énorme insecte apparaît devant eux. Zumo a immédiatement déclaré qu'il confiait ce combat à son élève Keiyo Yong, et une seconde plus tard, la jeune fille avait déjà commencé à utiliser ses compétences en matière de culture. Elle était indignée par le crâne de Pandra, la menaçant, et disant qu'il valait mieux que le monstre ne s'approche pas du tout de son jeune maître. Pendant ce temps, Lin Yi et Li Ruoju avançaient toujours au premier étage à la recherche de portes. Lin Yi pointa du doigt une petite colline et supposa qu'il devait en s'y rendre. La jeune fille n'était pas d'accord avec cette opinion. Li Ruoju a giflé le gars sur la tête, le condamnant pour son propre flair, et a dit que la fleur de l'immortalité devrait déjà être quelque part très proche. Lin Yi demanda immédiatement comment la fille connaissait la fleur, et elle voulut parler de Zumo, mais elle se mit en colère. Elle n'aimait même pas l'idée que Zumo soit gentil avec la sorcière Keiyo Yong en ce moment. Lin Yi a repris ses esprits après un petit coup de sa maîtresse, et a voulu lui poser une question. Mais elle l'a fait reculer en lui disant qu'il n'avait pas le temps de parler, et qu'il était temps de passer à autre chose. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à la falaise, au pied de laquelle Li Ruoju remarqua que la fleur de l'herbe immortelle avait déjà été cueillie. Pendant ce temps, Keiyo Yong s'occupe d'un énorme crâne de Pendra et s'assoit sur le sol. Zumo lui a tendu une pousse,
Keo Yong a immédiatement demandé s'il s'agissait d'une fleur d'herbe immortelle que son jeune maître avait cueillie au premier étage. L'homme répondit qu'il avait collecté quelques autres trésors en chemin. Si Keo Yong mange cette fleur comme une herbe immortelle, elle sera très bénéfique pour son corps. Keo Yong remercia son jeune maître et mangea la plante très rapidement. Li Ruoju était très indignée de ne pas avoir le temps d'obtenir à nouveau ce qu'elle voulait tant. Elle avait l'impression d'être confrontée à un vol à chaque fois. Li Ruoju se demanda si Zumo pouvait faire partie du royaume secret de la jeune Ling. Mais elle comprit qu'elle était presque la première à y entrer avec Lin Yi. L'homme a essayé d'appeler sa maîtresse, alors qu'elle était dans les nuages. À un moment donné, il l'a mise en colère, ce qui lui a valu quelques mots affectueux, suivis de quelques coups dans un accès de rage de Li Ruoju. La fille est furieuse et dit au garçon qu'il ferait mieux de chercher la porte et de ne pas rester sans rien faire. Car l'un de leurs objectifs est de prendre de l'avance sur les aînés. Lin Yi dit qu'il a compris toutes les instructions de sa maîtresse et lui demande de le laisser partir, ce qui lui permettra de se tenir debout. Pendant ce temps, Keo Yong combattait déjà l'insecte suivant et recevait des ordres de son jeune maître qui lui disait qu'elle attaquait trop lentement et qu'elle devait accélérer et se concentrer sur la cible. La jeune fille frappa le monstre de différents côtés, puis de la gauche puis de la droite. C'était le seul moyen de le vaincre. Enfin, elle porta un coup fatal, découpant le corps du monstre en plusieurs parties. Keo Yong remarqua l'âme brisée de l'esprit des nuages devant elle et la détruisit complètement. Keo Yong essayait de reprendre son souffle après un tel combat contre un monstre lorsque Zumo s'est approché d'elle. Il a déclaré que la décision de Keo Yong dans la bataille était très irréfléchie et qu'elle en a été immédiatement indignée. Keo Yong se retourna et remarqua derrière elle un monstre encore plus grand que celui qu'elle avait combattu quelques minutes plus tôt. Elle n'était pas tout à fait prête pour ce combat, mais elle essaya de réagir rapidement, frappant le monstre de plus en plus fort, encore et encore. Finalement, le monstre fut vaincu, et cette fois, Zumo félicita Keo Yong en disant que cette fois-ci, le combat s'était très bien déroulé. Il dirigea un rayon de magie vers le bras de sa pupille, et Keo Yong regarda sa blessure au bras avec surprise. Celle-ci guérit instantanément. Keo Yong remercie son jeune maître pour son aide à la guérison, et il l'appela pour qu'elle monte plus haut dans les étages. Au bout d'un moment, Zumo et Keo Yong sont entrés dans une grotte rocheuse, à l'intérieur de laquelle des cristaux noirs poussaient en énormes blocs pointus. Zumo a dit que, d'après ses souvenirs, l'endroit dont ils avaient besoin devait se trouver quelque part à proximité, et en dirigeant un rayon de magie sur l'un des murs de pierre de la grotte, Zumo l'a détruit, et la prochaine porte dont ils avaient besoin est apparue derrière. Cette fois-ci, Zumo et Keo Yong se sont retrouvés dans la forêt de Sakura pendant la période de floraison. La jeune fille regarda avec plaisir et sursauta de surprise, mais Zumo lui couvre immédiatement la bouche avec sa main. Il lui demande de retenir sa respiration et de se concentrer. Zumo a expliqué que le parfum de ces fleurs est très toxique et a donc créé un vide magique avec de l'air pur autour de la jeune fille. Keo Yong fut horrifié par l'information selon laquelle le parfum des fleurs était toxique et appela immédiatement son jeune maître. Zumo ramassa une autre fleur et dit que cette fleur au parfum fabuleux était un trésor inestimable pour tout maître du poison. Keo Yong écouta avec surprise le récit de son jeune maître. Soudain, l'estomac de la jeune fille a gargouillé de faim, et Zumo lui a immédiatement demandé si elle avait faim. Keo Yong a répondu par l'affirmative à Monsieur Zumo, et Zumo ouvrit un portail magique, disant qu'ils se reposeraient ensemble au 4e étage, juste là où ils pourraient prendre une collation pour reprendre des forces. Pendant ce temps, non loin de l'entrée du royaume secret, l'aîné s'indignait contre ses protégés, disant que 2 heures de recherche s'étaient déjà écoulées et qu'ils n'avaient pas réussi à trouver la porte. Les gardiens s'excusèrent et dirent que le royaume secret de Yunling est sans limite, et qu'essayer de trouver un passage ici revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, mais l'ancien ne voulait pas en entendre parler. Il a dit aux pupilles qu'il n'avait pas d'autre choix que d'y recourir. Les autres anciens réalisèrent avec horreur que l'homme parlait de la méthode de la technique de déduction secrète. Ce pouvoir magique est très coûteux et prend des années de la vie de son propriétaire en guise de paiement. Le chef de la Lace Act aurait dû mieux réfléchir avant d'utiliser cette technique. Mais le chef de la Lace Act demande aux autres de cesser de parler et leur demande de ne pas oublier ce pourquoi ils sont venus ici. Par rapport aux possibilités du royaume secret de Yunling, plusieurs années de vie consacrées à la technique de la déduction secrète semblaient insensées à l'aîné. Les autres anciens désapprouvaient clairement une telle décision. Pendant ce temps, Liu Ruoju se battait avec le lion, et après avoir infligé un nombre suffisant d'attaques, elle ne parvenait toujours pas à vaincre la bête. Elle était blessée et souffrait énormément, tandis que le lion prenait de la vitesse et fonçait sur Ruoju.
Soudain, Lin Yi apparut à côté d'elle et la tira en arrière, évitant l'animal. Le lion n'avait pas l'intention de s'arrêter, même après être tombé au sol, et courut vers Lin Yi et Liu Ruoju avec une vigueur renouvelée. Lin Yi tenta de bloquer sa maîtresse avec son propre corps, alors qu'elle tendait la main vers la lame posée sur le sol à proximité. Au dernier moment, elle réussit à l'attraper et à percer le museau du monstre. Les hommes gisent épuisés sur le sol, satisfaits des résultats de la bataille. Mais Lin Yi se sentait toujours en danger, pensant qu'il ne survivrait pas. Liu Ruoju tire sa pupille vers l'arrière et lui demande combien de temps il a l'intention de rester allongé sur elle. L'homme, gêné, a expliqué qu'il essayait seulement de protéger sa maîtresse et a immédiatement reçu un coup entre les jambes. Lin Yi tomba non loin de la fille, s'agrippant à l'endroit où il avait été frappé et grogna de douleur. Liu Ruoju demande à son assistant s'il a réussi à trouver la porte dont ils avaient besoin, et il désigna un monticule près duquel se trouvaient de nombreuses plantes. Lin Yi dit que c'est parmi elles que la porte était cachée. Liu Ruoju regarda à travers le feuillage, demandant à Lin Yi s'il était sûr que la porte était là. Pendant ce temps, Keiyou-yong et Zumo prenaient un repas au 4e étage du royaume secret de Yunling et la jeune fille ne pouvait plus goûter les plats cuits sur le feu de camp. Elle mangea de la viande avec avidité et demanda à son jeune maître s'il avait faim. Zumo regarda le jade dans ses mains et réalisa que cette pierre leur serait certainement très utile à l'avenir. Keiyou-yong dit à son jeune maître qu'elle se souvient de ce jade, qu'il la tenait dans ses mains parce que Zumo l'avait trouvé au 2e étage du royaume secret de Yunlo. Zumo a expliqué qu'il s'agit d'une pierre très rare qui transforme l'esprit. C'est le meilleur matériau pour raffiner les armes, et elle peut également transformer les armes spirituelles en trésors spirituels. Pour Keiyou-yong, c'était quelque chose d'incroyable. Keiyou-yong demanda immédiatement à son jeune maître s'il avait trouvé un usage à ce jade. Celui-ci répondit à sa pupille qu'il avait quelques idées à propos de cette pierre. Pendant ce temps, Liu Ruoju combattait activement les monstres avec Lin Yi. Il tuait divers insectes encore, et Liu Ruoju soupira de mécontentement, disant qu'elle ne pouvait même pas imaginer qu'il puisse y avoir autant de monstres au 2e étage. Liu Ruoju appela alors Lin Yi, lui demandant ce qu'il faisait. Il a expliqué qu'il réfléchissait un peu parce qu'il sentait une aura très forte d'un côté. Liu Ruoju ne comprenait pas très bien de quel type d'accumulation d'aura Lin Yi parlait. Mais elle supposa qu'elle pouvait provenir de la porte de l'étage suivant. Mais Lin Yi doutait qu'il s'agisse d'une porte. Il était plus enclin à croire qu'une aura aussi puissante émanait d'un trésor de grande valeur. Liu Ruoju demanda au gars de parler moins et se précipita dans la direction où il sentait une forte aura. Zumo et Keiyou-yong étaient assis près du feu de camp au 4e étage du royaume secret de Yunling et s'entraînaient après le repas, quand soudain l'état de Keiyou-yong s'est brusquement détérioré et qu'elle s'est remise à cracher du sang en ressentant de fortes douleurs. La jeune fille a compris qu'elle ne pouvait plus être un fardeau pour son jeune maître, et elle a donc continué à s'entraîner quoi qu'il arrive. Zumo était surpris que la jeune fille ait réussi à entrer dans un état d'illumination, car un tel talent et un tel caractère valent la peine d'être cultivés activement. Une aura très puissante entourait la jeune fille. Pendant ce temps, les anciens paniquaient toujours et étaient furieux qu'aucun de leurs protégés n'ait trouvé la porte. L'un d'eux a compris que cela devenait déjà une perte de temps et qu'il valait vraiment la peine de passer à la technique de la déduction secrète et de sacrifier quelques années de sa vie. L'ancien de la secte Qingtang déclara que d'après ses calculs, chacun d'entre eux perdrait les 10 dernières années de sa vie s'il utilisait cette technique. Le 3e ancien fut choqué par un tel nombre d'années. Les anciens de la secte Qingtang expliquèrent que ce royaume secret de Yunling était le royaume des immortels. Le prix de la technique est donc beaucoup plus élevé. Le 2e ancien comprit qu'il s'agissait de leur dernier espoir et décida de commencer cette cérémonie. Les 3 anciens ont à nouveau uni leurs forces, décidant de prendre un risque pour leur propre bénéfice. Utiliser la technique. Une image apparut devant eux dans un cercle magique dans lequel se trouvait un feuillage délicat, derrière lequel la porte était cachée. Les anciens furent surpris que la porte soit cachée dans un endroit aussi isolé. Le 3e ancien demanda immédiatement aux autres anciens d'avertir leurs disciples de se préparer à entrer au 2e étage du royaume secret de Yunling. Pendant ce temps, Keiyou-yong a senti l'aide de son jeune maître pendant l'entraînement. Elle était flattée qu'il la protège. La jeune fille s'est retournée et Zumo lui a immédiatement demandé si elle était réveillée. La jeune fille répond par l'affirmative. Après quoi, Zumo les a informés qu'il était grand temps pour eux de passer à autre chose, afin de ne pas perdre de temps. Soudain, l'estomac de la jeune fille se remet à gargouiller de faim et un silence gênant s'installe entre Zumo et Keiyou-yong. Lin Yi et Liu Ruoju se cachaient derrière un petit rocher, observant un énorme dragon du désert qui dormait sur leur chemin.
Liu Ruizu ne comprenait pas d'où venait ce dragon. Comme il s'agit d'un monstre très rare et spécial, elle se souvint que Zumo lui en avait parlé un jour. La jeune fille se reprit en pensant à son mentor. Lini remarqua sur le visage de la dame que quelque chose n'allait pas, mais elle ne lui répondit pas. Elle se contenta de dire qu'il y avait un légendaire esprit transformateur de jade dans la grotte en contrebas, et Lini fut surpris par de telles connaissances de la part de sa maîtresse. Liu Ruizu ne se préoccupait que de savoir comment il pourrait entrer dans cette grotte sans se faire remarquer par le dragon. Il a ensuite pointé son doigt vers l'avant et a demandé à Madame Ruizu de regarder là. Liu Ruizu et Lini remarquèrent plusieurs rayons lumineux dans le ciel et comprirent immédiatement qu'il s'agissait de l'œuvre des anciens. Les anciens descendirent à proximité et l'ancien de la secte du roi Tang déclara immédiatement que son intuition ne l'avait pas trompé, car il venait d'entrer dans la grotte dans laquelle il devait y avoir des pierres précieuses. Mais l'apparition des trois anciens réveilla le dragon, et le monstre poussa un puissant rugissement. Les anciens restèrent muets d'effroi et fixèrent le dragon avec stupéfaction. Lorsque l'ancien de la secte du roi Tang prit les choses en main et cria aux autres que tout était entre leurs mains et que les trésors étaient sur le point de leur parvenir, il n'avait plus qu'à tuer la bête. Elder King leva sa lame vers le ciel et suivit les trois autres qui se précipitèrent vers le dragon. Afin de tuer ce monstre, leurs disciples coururent à leur suite. Lini voulut s'élancer et arrêter les anciens, car il était impossible qu'ils soient les premiers à entrer dans cette grotte. Mais Liu Ruizu le retint, lui demandant d'attendre un peu. L'homme a perdu l'équilibre à cause de la force avec laquelle sa maîtresse l'a tiré, et a commencé à tomber sur elle, ce qui lui a immédiatement valu un coup de pied au visage. Lini s'excusa en disant qu'il essayait seulement d'empêcher les anciens de la secte de les devancer. Liu Ruizu dit à Lini qu'il ne doit pas sous-estimer ce lézard, car il n'est pas si simple, et le combat des anciens contre lui ne se terminera pas aussi rapidement et simplement qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, Keiyou-Yong et Zumo se trouvèrent dans les montagnes, à un nouvel étage, et la jeune fille demanda immédiatement à son jeune maître ce qui les attendait à cet étage du royaume secret de Yunling. Zumo ne dit rien à sa pupille, lui demandant seulement de le suivre et lui tendit la main. La jeune fille mit docilement sa paume dans la sienne et le suivit. Des nuages de fumée et de brouillard s'élèvent tout autour. Keiyou-Yong commence à avoir peur et ne comprend pas ce qui se passe. Elle essaya d'appeler son jeune maître, qui lui répondit qu'au moindre faux pas de Keiyou-Yong, elle resterait à jamais dans ce brouillard. La jeune fille eut très peur et serra encore plus fort la main de son jeune maître. Zumo comprit qu'il n'y avait qu'un seul moyen de dissiper le brouillard. Keiyou-Yong s'est légèrement perdu dans le brouillard et a trébuché sur le dos de son jeune maître. Il lui reprend la main et lui dit que Keiyou-Yong doit être le plus attentif possible et toujours marcher à côté de Zumo. Le noble courut à nouveau rapidement, ce qui obligea Keiyou-Yong à s'accrocher encore plus à son bras pour ne pas tomber et se perdre dans le brouillard. Au bout d'un moment, les gars sont sortis de la cascade, et Zumo s'est rendu compte qu'ils étaient arrivés au meilleur endroit de cet étage. Keiyou-Yong interroge son jeune maître sur la cascade qui se trouve devant eux, et Zumo lui explique que cette cascade contient de l'eau solaire sacrée. Et si vous nagez dans cette eau, vous pouvez prolonger votre vie et augmenter votre pouvoir spirituel de nombreuses fois. Zumo a dit que Keiyou-Yong, dans cette eau solaire sacrée, pourra également stabiliser sa base et purifier son énergie. Keiyou-Yong, un peu décontenancé par ses propos, commença à dire à son jeune maître d'aller seul à la chute d'eau. Zumo tente de convaincre Keiyou-Yong en lui disant qu'il vaut mieux ne pas abandonner de tels trésors parce qu'ils ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs. Zumo tente de calmer Keiyou-Yong en lui disant qu'il ne se passera rien de grave s'ils se baignent ensemble. Keiyou-Yong était très troublé à l'idée qu'elle et son jeune maître allaient se baigner dans l'eau sacrée du soleil. Pendant ce temps, les aînés faisaient de leur mieux pour combattre le monstre. Le dragon était très fort, bien qu'il ait reçu de nombreuses attaques de la part de différents anciens. Ils essayèrent de le lier avec de la magie pour qu'il soit plus facile de le frapper, mais le dragon fut immobilisé. À un moment donné, le dragon rugit avec une telle force que les aînés furent projetés en arrière. Le Ryozu saignait à cause de ce bruit. Lin-Yi demanda immédiatement à sa maîtresse si elle allait bien. Il reçut une réponse affirmative. Bien que Lin-Yi lui-même ait eu le même problème à cause du bruit à ce moment-là, Lin-Yi comprit qu'il y avait maintenant une grande opportunité d'atteindre la grotte. Elle ordonna donc à Lin-Yi de se suivre, et Lin-Yi obéit docilement à sa maîtresse. Le Ryozu et Lin-Yi se frayèrent prudemment un chemin sous la falaise, d'en haut de laquelle se déroulait un combat féroce entre les dragons. Les anciens des trois sectes et leurs disciples arrivant enfin au bon endroit, Lin-Yi réalisa que c'était exactement ce qu'ils cherchaient. Devant eux se trouvait un objet de jade sur un petit piédestal doré, d'où émanait une aura d'énergie très puissante.
Il s'agissait d'un jade de haut niveau capable de transformer l'esprit. Liu Ruozu a tendu la main vers le jade quand soudain elle a entendu des bruits très étranges et s'est retirée. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette émission.